Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Louisa Nani-Piri, je suis journaliste. Je vais présenter cette table ronde et je vais parler en français. Je pense que vous avez aussi des casques si vous avez besoin d'une traduction. Je suis italienne. Pour vous donner un peu une idée, je suis une journaliste pigiste. Je travaille pour plusieurs médias en Italie et en France. Je travaillais pour Le Monde, la Rai, le Asahi Shimbun au Japon aussi, par exemple. Je travaille aussi avec un magazine qui s'appelle Afrique Magazine, pour lequel je m'occupe de design, architecture et gastronomie aussi, un peu. Mais pas à votre niveau, j'avoue. J'apprécie énormément le fait d'être là. Je vous remercie d'être ici pour nous écouter, nous entendre. Et je remercie surtout nos invités, parce que je suis là avec 3 personnes exceptionnelles. J'étais ravie de pouvoir les avoir sur scène. Elles ont toutes des histoires assez incroyables. Donc, pour vous les présenter, je pense que, par exemple, c'est quand même des visages que vous avez déjà vus si vous faites partie de l'association depuis un moment. Du coup, donc, si je peux commencer par Laurence Wynant, rigoler. Elle est la 4e génération elle représente la 4e génération du Comme chez soi à Bruxelles. C'est un restaurant qui a fait l'histoire de la gastronomie en Belgique. Et elle a repris le rôle qui était de sa mère, et elle a tout appris aussi en partie de sa mère sur l'accueil en salle. Elle a été primée en tant qu'hôtesse de l'année par les guides de Go et Michel et Mion. Désolée. Et je reprends mes notes aussi parce que quand même. Où elle nous racontera aussi un peu son expérience parce qu'on a un peu échangé pour préparer cette rencontre, et elle m'a raconté des choses intéressantes aussi sur son travail, sur son métier. Après ici, donc Belgique. Après on passe en France avec Valérie Leguer Gilbert, qui est là pour la maison Mauviel 1830. Donc, oui, j'avais oublié de dire, le Comme chez soi, c'est bientôt 100 ans d'histoire. En 2 ans. Dans 1 an et demi. Voilà, donc pour la maison Mauviel, on part de presque 200 ans d'histoire. Quand même, c'est assez énorme. Et donc Valérie, c'est la 7e génération. Elle, on va dire qu'elle savait tout de suite ce qu'elle allait faire dans sa vie, parce qu'elle m'a dit que dès ses 10 ans, elle avait déjà décidé ce qu'elle allait faire, ce qu'elle allait reprendre l'entreprise. Elle a un certain caractère dès l'enfance. Après, on a aussi une invitée italienne. Donc, on est à Milan, et je suis vraiment particulièrement heureuse d'avoir ici Maria Porro, qui est non seulement la présidente du Salone del Mobile, donc c'est le salon du design, je pense, le plus connu à l'international, de Milan. Aussi la présidente de Assaredo, qui est l'association des mobiliers, l'association nationale des producteurs de mobilier italiens. Mais elle est aussi la 4e génération dans l'entreprise familiale Porro, qui est une entreprise de design très 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 connue en Italie, qui a toujours travaillé avec des designers très importants. Elle est rentrée dans son entreprise en 2014. Elle a fait plein de choses avant. Par exemple, elle a étudié les beaux-arts ici à Milan. Donc, comme Valérie, qui a aussi un intérêt pour le design et l'art, je vous l'ai pas dit, mais Mauviel, moi j'étais impressionnée. On m'a dit que vous pouvez passer jusqu'à 7 heures sur une pièce, et que vous êtes vraiment engagé pour poursuivre le savoir-faire, pour sauvegarder le savoir-faire des artisans. Et ils sont les derniers au monde qui peuvent travailler sur certaines pièces, et je trouve ça incroyable. Voilà, donc ça c'était pour vous introduire nos invités. On a dit que cette table ronde allait s'intituler « Héritage et innovation, réinventer des maisons familiales iconiques ». Ce que j'aimerais savoir avant tout, c'est vraiment savoir, quand on parle de héritage et de transmission, pour chacune d'entre vous, concrètement ce que cela représente, parce que vous venez toutes de milieux quand même assez différents, donc on n'a peut-être pas toute la même définition de ce que c'est l'héritage, de ce que ça veut dire le transmettre aussi. Laurence, peut-être, vous voulez... La transmission, elle se fait de manière très très naturelle. Je pense que au départ, c'est une question de passion qui se transmet.
Mais en tout cas, de mon côté, c'est devenu de manière très, très naturelle. Quand j'étais très jeune, vers 10, 12 ans, je voulais faire de l'architecture d'intérieur. Et oui, et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je me souviens très bien de ce jour-là, j'ai dit à mes parents, je veux faire l'école hôtelière. Et puis ça s'est fait de manière très naturelle. J'ai commencé à travailler un petit peu avec les parents le week-end, puis j'allais à l'école, j'étais en internat, et dès que je rentrais le week-end, j'allais les aider. Et puis maman m'a tout appris. C'est au fur et à mesure. Bon, après, j'ai fait un peu d'anglais, j'ai fait de la comptabilité aussi en cours du soir, parce que gérer une entreprise familiale ainsi que de la transmettre, c'est pas juste dire bonjour aux clients. Il y a plein d'autres choses derrière. Et la partie administrative et la partie comptabilité à gérer, c'est quand même un des poids importants à pouvoir superviser en tant que responsable d'une entreprise, qu'elle soit familiale ou pas. Mais c'est quand même très, très important et peut-être même encore plus important aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et dans votre cas, justement, l'héritage, quand on parle d'héritage, pensez plutôt aux recettes, à l'histoire familiale. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais je suis très, très attachée naturellement aux racines de la maison. C'est une très belle histoire. Elle commence en 1926. Mon arrière-grand-père était voué à descendre à la mine parce qu'il vivait dans le Borinage et toute la famille, c'était des mineurs. Et lui a décidé de ne pas du tout descendre à la mine. Il a voulu, à 15 ans, il est parti de chez lui. Il a dit, moi, je veux faire autre chose. Il a pris son baluchon, parce que je crois que les sacs à dos, ça n'existait pas à cette époque-là. Et il a commencé comme chasseur dans un hôtel à Mons. Donc un chasseur, c'est quelqu'un qui portait les bagages à l'époque dans les chambres des clients. Et en s'intéressant à tout ce qui se passait autour de lui, il a évolué, il est devenu maître d'hôtel, il a travaillé à Anvers, à Londres, à Bruxelles, bien sûr. Et son nom était Georges Cuvelier. Il est retourné dans le Borinage régulièrement et il est tombé amoureux d'une Hélène Cuvelier. Donc il n'y a personne dans la famille qui est gaga, mais ils portaient exactement le même nom de famille tous les deux. Donc ça c'est pour la partie du démarrage. Et ils ont démarré le restaurant à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons maintenant. Donc le 19 juin 1926, avec quelque chose de très très simple. Et en 1936, ils avaient un petit peu d'argent de côté. Ils ont pu acheter la maison où nous nous trouvons actuellement. Et qui a naturellement évolué beaucoup depuis. Maintenant, nous sommes dans 4 maisons différentes. C'est surtout la génération de mes parents qui a pu faire fructifier tout le travail fait par les générations précédentes et qui a du coup eu un petit peu de possibilités financières de pouvoir faire des transformations assez importantes dans la maison. Maria, Je suis désolée, mais je vais parler en anglais. Je suis une Italienne en Italie avec des Françaises de Belgique, mais je dois parler anglais parce que mon français c'est terrible. I'm going to speak in English, and sorry. So it's a pleasure to be here with you and Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, de partager donc l'expérience, des expériences aussi différentes. Je pense que cet échange d'informations et d'expériences est très important. En ce qui concerne votre question, ma société, la prochaine année fêtera son 130e anniversaire. Et je pense que l'héritage a à faire avec l'âme d'une société. Quand les sociétés, en fait, sont en train de devenir plus vieilles, eh bien, il y a quelque chose qui va au-delà de la famille ou des personnes qui ont commencé le business. Le tout est donc enraciné dans les valeurs qu'on essaye de reprendre. J'étais née, je suis née, en fait, mes parents étaient des architectes et donc j'ai pu grandir en visitant donc l'architecture de l'Italie et de l'Europe. Donc mes week-ends, mes fins de semaine, en fait, étaient consacrés à la visite des églises, des sites de construction, de bâtiments. Et j'ai pu donc apprendre la passion pour le design, pour l'artisanat, l'histoire du design, mais ça ne me
Donc, c'est pas seulement que j'étais la fille de ces deux architectes, mais cela a à faire avec toutes les personnes qui travaillent tous les jours dans les unités de production. Cela a à faire également avec les écoles de notre territoire avec lesquelles nous coopérons. Et cela a à faire également avec le groupe de designers, starting from Bruno Munari, qui a donc dessiné notre logo, jusqu'à Alessandro Mendini, au Piero Lissoni, au Jean-Marie Massot, Christophe Pied. Il s'agit donc de partager cette idée qui en fait réside à l'intérieur de notre marque. Dans mon cas, il s'agit de Porro, mais je suis sûre et certaine que tout le monde ressent cette espèce d'âme dans votre société. Quand une société en fait existe depuis quelques années, eh bien ça devient vivant, ça devient quelque chose de vivant, avec une âme, avec un âme. Et donc, nous existons depuis 130 ans et c'est un véritable défi pour nous. Même chose pour le salon du meuble. Donc, le salon del Mobile va célébrer son 60e anniversaire. Donc, c'est une longue histoire. C'est un long héritage, mais en même temps, nous changeons. Les marchés changent, les besoins ne cessent de changer. Donc, nous devons être en mesure de permettre à cette créature que quelqu'un a créée il y a longtemps d'évoluer, de devenir compétitive, compte tenu donc des défis d'aujourd'hui qui sont différents par rapport aux défis d'il y a 130 ans, d'il y a 200 ans. C'est ça le véritable défi qui en fait m'a convaincu à prendre sur moi la responsabilité donc de cette société familiale, mais également de recevoir l'honneur de devenir présidente du Salone del Mobile qui a été effectivement créé également par mes parents. C'est une espèce de genius loci, c'est une intelligence qui réside non seulement dans les lieux, mais également dans les sociétés, je pense. Et je pense que nous avons effectivement cette opportunité incroyable de continuer, d'aller de l'avant. Il faut être prêt pour cela. Encore plus par rapport à ce qu'on a fait par le passé, ou de toute manière, il faut le faire de manière différente. Et pour moi, il était très important donc de passer 10 ans de ma carrière à l'extérieur de ma société et de m'occuper d'autres choses pour pouvoir donc par la suite ramener à l'intérieur une perspective différente à travers mes yeux. Pour moi, ces deux mots, c'est devoir et responsabilité. Avant même de parler de transmission, c'est vraiment le devoir de reprendre, ou en tous les cas, la continuité. C'est d'abord devoir, responsabilité pour une continuité. Après, il y a plein de choses qui vont se greffer, mais c'est vraiment le devoir et la responsabilité de reprendre. Cela étant, ça doit être un devoir et une responsabilité choisie. Parce qu'on peut imaginer que quand on prononce ces deux mots-là, c'est imposé. Par contre, il faut que ce soit jamais imposé. Alors là, c'est le... Sinon, voilà, par rapport aux responsabilités qu'il y a en face, si ce n'est pas un choix, ça peut être très compliqué et mal vécu. Mais pour moi, c'est vraiment... et c'est vrai que je le disais, alors moi, j'ai pas de souvenir de 10 ans, mais c'est des amis d'enfance qui me disaient qu'à 10 ans, j'en parlais déjà. Donc, mais je pense que c'est vraiment l'envie de vouloir continuer une histoire. Voilà, déjà. Et c'est pour ça que moi, au quotidien, c'est vraiment un devoir et une responsabilité de continuer ce que, alors, en l'occurrence, dans mon cas, les 6 générations ont fait avant et qu'est-ce qu'on va préparer pour la 8e. Et donc, c'est vraiment travailler dans le respect des 6 d'avant, moi, aujourd'hui, et préparer la 8e. Et moi, je dis toujours qu'elle soit familiale ou pas, d'ailleurs, mais... Et c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez, c'est pas juste et je trouve que par rapport à ce que je dis, j'essaye aussi un petit peu de parler à des personnes qui sont en face de nous, qui n'ont pas d'entreprise familiale et qui, pour moi, les valeurs liées aux entreprises familiales peuvent se retrouver dans des entreprises qui ne sont pas spécifiquement que familiales. Et je fais vraiment une différence entre, je pense comme pour des enfants d'ailleurs, la famille du sang et la famille du cœur. Alors la famille du sang, c'est sûr que c'est encore plus, je dirais, challenging dans le sens où évidemment on travaille dans le cadre de la famille, dans le respect des 6 générations d'avant, mais les valeurs, je pense, qui nous nourrissent, sont pas liées spécifiquement aussi au sang. Et je pense que dans le monde de la gastronomie, il y a des lieux qui sont peut-être plus aujourd'hui familiaux, des restaurants, mais il y a des histoires,
dont on a envie de continuer de transmettre, et qu'elle soit familiale ou non d'ailleurs. Et je trouve que les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui et ce que l'on peut dire, je trouve, sont importants à transmettre, on va dire, pour des entreprises qui ne le sont pas, parce que malheureusement, il y a de moins en moins d'entreprises familiales, hein, donc, ou 100% familiales. Hein. Dans notre cas, presque 200 ans dans 5 ans et 100% familiales, il y en a très très peu dans le monde. Mais on est, voilà, mais peu importe, je trouve que c'est un moyen de pouvoir parler de valeurs communes. Donc, pour moi, c'est devoir et responsabilité, continuité. Puis quand on reprend... donc, et en étant un choix, évidemment, c'est la passion, et on rejoint ce que vous disiez. La passion, en fait, vient arrondir tout ça, parce que ça peut paraître un peu lourd, quoi, vous voyez. Et je pense que quand on en a la passion et que c'est un choix, on relativise, même si c'est un challenge tous les jours quand même, quoi. Je veux dire, c'est une belle compétition, mais c'est une passion après qu'on peut transmettre. Donc, alors moi, au sein de l'entreprise... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une cascade. Moi, j'ai toujours, l'entreprise, c'est la famille Mauviel, mais c'est la famille Mauviel avec un S. C'est-à-dire qu'il y a la famille Mauviel du sang, voilà, ok. Mais la famille qui travaille pour la continuité de l'entreprise. Et pour moi, c'est, en tous les cas, j'essaye. Bon, j'ai 3 collaborateurs qui sont là, donc mais en tout cas, j'essaye, en tout cas, que ce soit des valeurs qui nourrissent le business. Voilà, c'est des chiffres à la fin de la journée, mais en tous les cas, qui construisent la philosophie d'entreprise. Je pense que ça rejoint, voilà, ce que vous disiez, c'est qu'est-ce qui donne du sens aussi à notre quotidien tous les jours, et qu'est-ce qu'on construit. Et en l'occurrence, chez Mauviel, comme vous l'avez dit, Louisa, on a des savoir-faire dont on est les derniers au monde, et en l'occurrence dans le monde de la gastronomie, on est les derniers à fabriquer par exemple des turbotières. On arrête, il n'y a plus de turbotières, c'est terminé. Donc c'est ce sens aussi, cette continuité même, et je vais au-delà avec la gastronomie, de ce que l'on doit pérenniser. Donc il y a le savoir-faire en lui-même, mais aussi le lien du savoir-faire avec les chefs et avec l'histoire de la gastronomie. Et en fait, c'est cette passion, en l'occurrence, là, qui m'anime, de la transmettre aussi à nos artisans. On n'a pas tous des personnes, et dans vos entreprises c'est pareil, hein, qui arrivent avec la passion. Je veux dire, on ne peut pas penser qu'on va avoir des gens qui arrivent passionnés. Ça n'existe pas. C'est à nous aussi de la créer, de la motiver par rapport à notre histoire. Et en l'occurrence, des histoires familiales permettent sûrement encore plus, ou des histoires de lieux, permettent encore plus d'aider à créer cette passion à des jeunes ou à des personnes qui ne l'ont pas spécifiquement, parce que ce n'est pas toujours évident de trouver son chemin. Ça fait partie des challenges justement de la transmission et de la pérennisation aussi au sens large d'une entreprise. Ce que je me demandais aussi, donc on parle donc justement des maisons qui existent depuis 100, 200 ans. Je pense que l'un des autres challenges, c'est aussi d'innover. Tout à l'heure, Maria disait justement le fait d'avoir fait autre chose avant lui a permis d'amener aussi une autre perspective sur ce qu'on fait en entreprise. Je pense que même juste le fait de changer de génération normalement permet de changer des choses. Ce que je voulais vous demander, c'est comment on gère ça? Parce que j'imagine c'est pas facile, notamment le plus on a de l'histoire, le plus changer des choses, modifier, innover, même dans l'air du temps. Je me demande si c'est vraiment possible. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Il y a un moment où, quand on a pris de plus en plus de place, quand papa et maman étaient encore là, c'était pas toujours évident pour l'équipe non plus, parce que moi je vais leur dire les fleurs je voudrais bien, on va les faire comme ça, et puis derrière on dit ah mais ta maman elle a dit comme ça. Enfin, ou madame a dit comme ça. Et donc parfois c'est vrai que c'était des petits, après ça n'a jamais été un très très gros problème, mais on s'est quand même rendu compte que c'est pas évident tous les jours. La transmission s'est faite doucement. Donc mes parents ont commencé à ne plus venir un jour, puis un deuxième, puis un troisième, puis papa s'est complètement retiré en 2006. Maman est encore restée le midi, ça me permettait d'aller chercher les enfants à l'école, d'avoir quand même un
petite vie de enfin, un contact avec les enfants, parce que c'est quand même très important, en tout cas à mes yeux. Et c'est vraiment un challenge de tous les jours. On met beaucoup d'énergie dedans, dans le fait de prendre la place. Et puis alors, il y a aussi le problème du client, parce que le client, il est d'abord habitué à avoir un contact avec... ici, c'était ma maman. Oui. Mais après, quand on a 19 ans, qu'on sort de l'école, et qu'on arrive là, les gens, ils ne nous ont jamais vus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours... il faut le temps. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas facile, c'est que ça se travaille. Et de nouveau, moi, j'utilise souvent le mot passion, parce que sans ça, on n'avance pas. En tout cas, dans notre cas, c'est un métier qui est difficile, c'est un métier où on met énormément de notre temps. C'est aussi un métier qui est... on a la critique qui est là tout le temps. On reçoit notre bulletin. Maman me disait toujours, quand j'avais mes examens, elle disait, arrête de te plaindre, toi tu les as 2 fois par an, moi je les ai 2 fois par jour. Et c'est vrai. Et maintenant, c'est encore plus qu'avant, parce qu'il y a TripAdvisor, il y a les plateformes de réservation où le client peut mettre son avis. Et donc, on est confronté tout le temps à la critique. Et ça aussi, c'est aussi compliqué à gérer, mais ce n'est pas propre aux entreprises familiales. Mais c'est quelque chose que nous, nous, on est aussi en train de tout doucement retransmettre à la 5e génération, puisque notre fils est avec nous maintenant déjà depuis quelques années, et puis notre future belle-fille a changé ses études de droit par amour pour le métier. Comme ma maman avait toujours promis qu'elle ne ferait jamais l'ORECA, qu'elle ne vivrait jamais dans un appartement et qu'elle ne vivrait jamais en ville. Et elle a tout eu. Et Victoria, elle est en train de passer, enfin de répéter en fait l'histoire. Donc c'est assez amusant. Mais c'est pas facile. On a eu des moments compliqués. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est une entreprise familiale que les choses sont faciles. On a eu vraiment des périodes très compliquées à gérer. On a demandé de l'aide, moi j'ai pas peur de le dire. J'ai eu un problème de couple un petit peu dans cette période-là. Mais voilà, on avait énormément de sentiments l'un pour l'autre, et on a pris quelqu'un d'extérieur pour nous aider à gérer cette période difficile, pour prendre du recul en fait, parce qu'on est dedans, et en fait on doit aussi se mettre à la place des parents, parce que c'est aussi une page qui se tourne pour eux quand ils disent voilà, on va arrêter, vous devez reprendre les rênes, mais c'est une autre vie qui commence pour eux quelque part. Et puis aussi, je dirais de manière, pour le couple aussi, ça a été très important, et ça nous a énormément aidé à retrouver une base, et elle nous a beaucoup aidé aussi dans la gestion du personnel. Oui, parce que... À quel point, du coup, vraiment, dans ce contexte-là, la vie familiale on est sur la vie d'entreprise. Voilà, on n'est pas une grande équipe. Donc, quand il y a une tension, qu'elle soit quand les parents étaient encore là ou avec le couple, ils sont à côté, ils vivent, ils sentent. Donc tout ça, c'est pas évident à gérer. Donc il a fallu parfois juste trouver les mots ou la manière de présenter les choses. Et ce sont pas des choses compliquées. Mais quand on est dedans, on a parfois du mal à se rendre compte de ce que de la manière dont les autres voient les choses. Je vois que Maria et Valérie hochent la tête. C'est quelque chose qui vous parle aussi, tout ça. Yes, I find a lot of common points. Oui, je trouve pas mal des points en commun. En tout cas, si on a un avocat, c'est toujours assez utile. Mon grand-grand-père a lancé notre entreprise, c'était un artisan. Puis mon grand-père a dit non, c'est pas une entreprise artisanale, il faut que ce soit une industrie. Et mon grand-père a pleuré lorsque mon grand-père a construit la toute première usine avec des machines. Et puis mon père est arrivé et il a dit, on a besoin d'architectes, on a besoin
d'un architecte qui puisse concevoir les meubles à assembler sur place. Comment peut-on gérer la production de tout cela? Voilà, c'était une autre révolution. Et donc, il y a eu l'assemblage des premières consoles. Et mon père a fait cela dans le sous-sol parce qu'il ne voulait pas que son père le voyait. Et puis on s'est dit, je suis arrivé, on s'est dit, il faut absolument qu'on ait des magasins consacrés complètement à notre marque dans le monde entier. Donc l'innovation passe aussi d'une génération à l'autre. Et l'innovation, ça veut dire aussi que parfois on se dispute et on peut aller de l'avant uniquement s'il y a de la passion, si on est certain que ce que l'on propose en tant que nouvelle génération, c'est un passage qui est tout à fait nécessaire et il faut lutter pour obtenir des résultats. Maintenant, on parle de durabilité. Qu'est-ce que l'on entend par durabilité? Maintenant, on travaille dans une usine où on n'utilise que de la lumière naturelle. On produit 70% de notre énergie. Donc, une fois de plus, il faut que les anciennes générations comprennent ce que l'on veut faire et les résultats que l'on veut obtenir du même pour le Salone del Mobile. Avant le Covid, on se disait qu'est-ce que c'est le digital, on n'a pas besoin d'une plateforme digitale parce qu'on est un salon en présentiel. Et là, on a une plateforme aussi digitale. Donc, le rôle des nouvelles générations est fondamental. Le rôle des nouvelles générations est montrer qu'on peut faire les choses différemment avant que ce soit trop tard. Il y a une sorte d'urgence dans l'innovation qui est très importante. Et en même temps, en tant que nouvelle génération, il faut être aussi, il faut avoir de l'humilité. Parce qu'en tout cas, il faut être respectueux à l'égard des anciennes générations. Il faut être humble dans la vie quotidienne. Il faut connaître également les règles. Il faut connaître les règles pour ne pas les respecter. Il faut les respecter avant et après quoi on peut ne pas les respecter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. C'est un challenge assez important. Avec le Salone, c'est différent. Le président change toujours. Et puis, on se trouve aussi face à une transition importante. Le Covid a changé complètement la façon dont on participe aux événements globaux. En même temps, il y a ce Genius Loci que j'ai évoqué, cette âme invisible que l'on ressent de manière assez forte. Et on ressent cette âme. Il faut travailler avec les gens. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas uniquement une question de famille, c'est une famille plus large. Il s'agit de personnes qui travaillent avec nous. Et il faut absolument faire en sorte que les personnes puissent évoluer avec vous afin que ce passage générationnel puisse être perçu par les travailleurs également. Et il faut se demander, peut-être il y a une partie de mon travail où j'ai besoin d'une nouvelle énergie. Donc peut-être il y a quelque chose que je ne fais pas, comment il faudrait le faire. Et donc il faut lever la main. Parce que dans les entreprises familiales, parfois on est perdu dans la gestion quotidienne et on perd un peu de vue la vision à long terme, la clairvoyance. Et donc à mon sens, il est très important d'avoir un dialogue constant avec les autres. Et c'est pour cela que j'ai accepté cette invitation. Pour moi, c'est une façon d'apprendre de vous tous et de vous toutes pour regarder au futur. Alors moi, la vie, c'est une histoire, quoi. Je veux dire, on construit l'histoire. Moi, je prends toujours l'image comme d'un château et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en fait, on a une base qui est là, donc dans nos cas, le respect des générations d'avant, comme je disais. C'est qu'en fait, il y a une base qui a déjà été construite
Et donc, c'est la continuité de la construction d'un château, mais qui donc est dans une société qui évolue en permanence. Moi, je pars du principe que rien n'est acquis, que tous les jours, c'est une remise en cause. La société évolue, alors encore plus aujourd'hui. Je crois que on a eu exactement le même cas quand il y a eu le Covid. En mars 2020, fallait pas avoir fait HEC, c'était que le digital. Donc nous, par exemple, dans notre cas, j'ai dit, bon, allez, on va lancer, on va activer, on va accélérer le site digital parce qu'en fait, il faut s'adapter à l'environnement dans lequel on est, familial ou pas familial d'ailleurs, mais en tous les cas, il faut toujours avoir cette assurance que de toute façon, voilà, rien n'est acquis et le monde bouge vite et bouge très vite. Alors après qu'on accepte ou on n'accepte pas, mais il bouge de toute façon très vite. Aujourd'hui, nous, dans notre cas, sur l'entité Moviel France, c'est 20% c'est le digital, aux États-Unis c'est 80%. On m'aurait dit ça il y a 4 ans. Donc c'est un gros changement en termes de marketing, de consommateurs, parce que maintenant c'est du B2C. Mais tout cela est posé toujours dans le respect des générations d'avant et de ce que nous on a envie de construire et qu'est-ce qu'on doit construire pour. Et je rejoins à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, déjà les entreprises familiales n'ont pas de vision. On a une vision à court terme, moyen terme et évidemment à long terme. Parce que, entre guillemets, moi je suis juste un flambeau. Alors, qui essaye quand même de prendre du plaisir au passage, mais je suis qu'un flambeau pour la 8e, entre la 6 et la 8e. C'est très simple. Hein. Donc, vraiment, vous avez une vision, comme vous disiez tout à l'heure, de service. Non, mais je trouve énormément de plaisir, mais mon objectif, il est de la transmettre à la 8e. Hein. C'est pas plus que ça. Quoi, donc évidemment, tous les jours, il y a des chiffres, on gère une société, c'est un bilan, c'est quoi je veux dire, c'est de la marge, et c'est passionnant encore plus, je trouve, en l'occurrence, moi je parle pour nous, d'avoir une entreprise qui a presque 200 ans, toujours à Villedieu-les-Poêles, en Normandie, on fabrique toujours, et en même temps, on peut être en termes de business à essayer de gérer comme les autres, donc c'est passionnant. Et qu'au milieu de ça, en même temps, vous devez transmettre des savoir-faire qui ont plus de 200 ans. Alors après, c'est vrai qu'il y a cela, et puis après, il y a la famille. Moi, j'ai intégré la société donc en 92. Il y avait mon père et mon oncle que j'ai remplacés en 2006. À l'époque, il y avait encore mon frère. Donc on était 4 pendant à peu près 10 ans. Moi, j'ai racheté la société 3 fois. Parce qu'au milieu de ça, il y avait mon mari qui est devenu mon ex-mari, qui était actionnaire. Bref, je vous passe le tout. Mais en finale, voilà, maintenant, elle est toujours, c'est ça l'objectif, c'est ça le principal, c'est qu'elle est toujours familiale. Donc moi, j'en suis propriétaire, et mes 3 enfants ont une partie d'action, voilà, que mon père, je leur avais demandé de transmettre. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Mais c'est vrai que mon père, lui, a failli vendre un gros groupe d'Américains chinois 6 mois avant. Parce qu'en fait, c'est pas évident, voilà, au sein de la famille. Hein. Moi, j'avais pris la décision de ne pas parler à mon père du lundi au vendredi, pendant les 2 ans avant qu'il parte. Et on se disait bonjour le samedi. Parce que mon père faisait du golf avec mon fils aîné, faisait beaucoup de choses. Et en fait, c'était compliqué parce que voilà, mon père, voilà, je crois que vous en avez un petit peu parlé. Voilà, c'est pas évident hein, de transmettre. C'est tout. Voilà, on va pas en parler là parce que sinon on va vous tenir une semaine. Mais c'est un vrai sujet. Hein, c'est déjà pas évident en famille. Alors vous imaginez, voilà, c'est déjà pas évident hein, la transmission d'une génération à une autre en famille. Alors famille plus un business. Vous pouvez imaginer que c'est pas évident. Et en fait, voilà, c'était compliqué. Donc, je voulais surtout pas que les employés, parce qu'il faut jamais oublier qu'on parle de famille, mais on parle aussi d'employés. Donc, nos histoires en famille, c'est une chose, mais l'objectif, c'est de transmettre une société, ok, famille, mais aussi pour les employés. Donc, on ne parle pas de... voilà, c'est aussi qu'est-ce que va devenir la société pour les employés. Et si des employés, moi, il y a un moment avec mon père, c'est pas toujours évident, vous amenez énormément de stress, parce que ça veut dire que si éventuellement ça se passe pas bien, où va la société, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut aussi rassurer ça. Donc moi j'avais 2 options, soit je quittais parce que ça me convenait pas, pour différents sujets, mais sauf que moi j'avais tellement envie de la reprendre, donc j'ai dit bon t'as décidé tu dois en accepter
le fait que ton père, il n'est pas juste ton père en dehors, c'est aussi le président de la société. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc le président de la société, comme n'importe qui dans une société, on fait avec ou on ne fait pas, et si on ne fait pas, on démissionne. Vous voyez, donc c'est très simple. Hein. Il y a un moment, il faut assez séparer les sentiments. Quoi, ouais, hein. dit comme ça, c'est simple. Après, j'imagine. Ouais, mais il y a un moment, il faut savoir où on veut aller. Donc, moi, j'ai pleuré des jours, des soirs où je me suis dit, mais je continue pas. Bon. Donc, la passion fait qu'on se dit, on continue. Mais il faut savoir d'eux. Donc, moi, pendant 2 ans, mon père, on se disait bonjour le samedi, et le lundi matin, on se disait plus bonjour. Donc, chacun travaillait. Moi, je n'allais pas dans l'usine parce que c'était sa zone à lui. Et en fait, j'attendais mon tour. Et donc, la société n'a pas été vendue parce que je me suis proposée à la racheter. Je vous fais très court, hein, mais c'est un peu ça, hein, parce que c'est un peu voilà. Et mon père, alors, c'est pas toujours évident. Voilà, moi j'ai eu l'avantage et le désavantage, mais je dirais que dans la survie, on apprend énormément. Et mon père a annoncé la veille, il est parti le lendemain matin. Ah ouais. Voilà, et il n'est plus jamais revenu à l'entreprise. Alors c'est chaud, mais je dirais qu'on n'a pas le choix, il faut respirer, donc on apprend beaucoup, mais voilà. Et mon frère après est parti en 2011, je crois. Donc moi j'ai fait 3 LBO, mais bon, dans l'objectif 2. Mais en fait, pour moi, je crois que la vie, elle est évolutive, donc chacun amène sa pierre à édifice, et je pense que c'est important aussi, même pour ceux qui n'ont pas des entreprises familiales, même pour ses employés et tout, quand j'essaye vraiment de... Parce que c'est vrai c'est une vraie motivation, une vraie passion, mais je crois que chaque maison, chaque société ont des histoires. Alors, je parle plus dans des histoires de maisons, là, comme... Là, je vois devant moi des certaines, quand même, il y a des histoires, peu importe si elles sont familiales, pas familiales, il y a des vraies histoires, et elles peuvent sur les mêmes valeurs, sur la même volonté, passion, respect, transmission. Et alors, je terminerai juste par une chose, c'est qu'en fait, je vais donner juste une anecdote. Un jour, un de nos employés vient me voir et il me dit, mais Valérie, on ne fabrique pas que du cuivre maintenant, est-ce qu'on va continuer à fabriquer du cuivre, qui est quand même l'identité de base de la société? Et je lui ai répondu, si on veut continuer à fabriquer du cuivre, il faut qu'on développe l'inox. Parce qu'en fait, l'inox est quand même majoritairement dans le monde, et si on était resté que sur le cuivre, on serait sûrement resté, ou des artisans et quoi. Et en fait, il faut arriver à capter ce qui évolue dans la société. Hein. L'induction, mon père a développé des gammes pour l'induction. En fait, on se nourrit de l'évolution du consommateur ou de la société. Et en fait, c'est pour ça que je prends toujours l'image comme une brique, on ajoute son truc, tout en essayant de tout faire pour sauvegarder ce qui est fait, si c'est, je dirais, économiquement intéressant. On n'est pas là pour garder dans votre cas, c'est pas juste... Oui, quand même. Non, il y a des entreprises familiales, des fois, qui veulent sauvegarder quitte que coûte quelque chose. Il y a un moment, nous, par exemple, on fabrique plus d'aluminium parce que... C'est pourtant l'histoire de Mauviel, mais ça se vend plus. Donc, ça sert à rien non plus de sauvegarder des choses. Mais... Il faut faire des choix. Voilà, en fait, on se nourrit des évolutions tout en essayant de sauvegarder les choses. Voilà. J'ai une question un peu plus personnelle. C'est vraiment pour vous, j'aimerais savoir, on parle beaucoup de fils d'eux, vous êtes toutes filles d'eux. Est-ce que c'est là, le fait d'être fille d'eux, avec cette histoire, ce poids derrière, a eu un impact positif ou négatif dans votre vie et dans votre carrière aussi? C'est pas facile parce que quand maman était enceinte de ma petite sœur, papa il rêvait d'avoir un garçon. Pour reprendre l'affaire. Et puis c'est une deuxième fille qui est arrivée. Et donc pour lui, je crois qu'il n'avait pas... il avait un peu oublié le fait que j'allais me lancer là-dedans. Et puis après, même si j'ai fait le choix d'aller à l'école hôtelière, moi je sentais bien que la cuisine, pour moi, c'était plus... J'allais plus reprendre le rôle de maman que celui de papa. Mais alors après... J'avais 15 ans, donc puis je suis tombée amoureuse de Lionel à 18. Ça fait 35 ans maintenant qu'on est ensemble. Mais ça, on ne pouvait pas le prévoir à l'avance.
c'est arrivé comme ça. Alors maintenant, porter le nom de Wenans en Belgique, c'était compliqué parce qu'à cette époque-là, papa a été très très reconnu. C'est un petit peu comme Monsieur Paul en France à la même époque. Et quand je suis arrivée à 15 ans à l'école hôtelière, moi j'avais quasi jamais touché une casserole de ma vie. Je voyais pas mes parents. On n'habitait pas au restaurant, donc on avait une gouvernante et on voyait papa le dimanche. Et éventuellement le lundi soir s'il n'y avait pas une obligation le week-end. Et alors aussi, juste pour la petite histoire, chaque année, quand il y avait les sorties de printemps de tradition et qualité, maman qui faisait ses essayages dans la salle de bain avec sa longue robe, ça m'a fait rêver d'un jour venir aussi à tradition et qualité, maintenant qui est devenue grande table du monde. Donc j'y pense souvent. Et donc du coup, je suis arrivée là à l'école sans avoir quasi touché une casserole. J'étais en cuisine, c'était très très drôle parce que je me suis retrouvée dans la même équipe que Lionel. On est rentrés en même temps à l'école. Et je devais préparer un hochepot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un hochepot. C'est une spécialité belge de Gand. Et en fait, il faut blanchir la viande et puis remettre de l'eau et mettre les légumes au fur et à mesure de la cuisson nécessaire à la préparation. Et il ne faut surtout plus que ça boue. Et chez moi, ça boue. Et je me suis fait engueuler comme du poisson pourri par le chef. Et devant tous les élèves, il a dit « C'est comme ça qu'il fait ton père ?» Et j'avais 15 ans. Et donc, ça a été très, très difficile pour moi de gérer ça. J'ai pris mon courage à deux mains. Et le dimanche qui a suivi, j'en ai parlé à papa et maman. J'étais effondrée. Et papa m'a dit « Tu prends ton courage à deux mains et tu vas trouver ton prof et tu vas lui dire que si tu savais tout faire comme ton père, tu ne serais pas là. » Et je l'ai fait. Et j'ai plus jamais eu aucun problème avec les profs, parce que je crois qu'il en a parlé autour de lui. Mais ça a été très dur avec les professeurs, et puis beaucoup aussi avec les élèves, parce qu'il y avait une jalousie qui était là. Papa venait me conduire, il avait une Jaguar à l'époque. Donc il y avait le nom, il y avait le fait que c'est vrai qu'on a une entreprise familiale qui est là depuis longtemps, on a la chance de pouvoir avoir une vie confortable. Et donc être confronté à autant de jalousie à cet âge-là, c'était pas évident à gérer non plus. Et j'avais pas de place à l'internat quand je suis arrivée, donc je me suis retrouvée dans un cote avec une de mes copines qui m'avait suivie à l'école. Et je dormais sur un matelas à même le sol. Et les portables, ça n'existait pas. Donc, si je devais téléphoner à papa et maman, c'était à la cabine téléphonique de l'école. Et je vivais donc pendant la semaine au-dessus de la citadelle à Namur, où il n'y a pas un taxi, il n'y a quasi pas de bus. Et après coup, je me suis dit, mais mes parents m'ont laissée à 15 ans, toute seule comme ça, pas abandonnée. Mais quelque part, ça m'a appris énormément à relativiser certaines choses et à vivre d'une autre manière que dans mon petit cocon bien doré à la maison. Et je pense que ça m'a fait aussi du bien de nouveau de me mettre à la place d'autres personnes qui avaient moins de chance et aussi de les recadrer de temps en temps. Parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est la fille d'eux qu'automatiquement il faut s'en prendre à la personne. Après, de temps en temps, c'était quand même chouette de pouvoir passer... C'était comme tu expliquais que tu étais petite, tu allais visiter avec tes parents les églises et tout ce qui était architecture. Nous, on a fait le tour de France. On a eu la chance de visiter plein de belles maisons à travers l'Europe et à travers le monde. J'ai eu la chance de beaucoup pouvoir voyager grâce à tout ça aussi. Et c'est probablement aussi de là qu'est venue cette passion. Voilà. Yeah, I find a lot of similarities. En effet, mon histoire est assez semblable au vôtre. Mon père m'a toujours dit... Il ne faut pas que tu travailles avec moi. Il ne faut pas que tu travailles avec moi. Et je me rappelle, lorsque j'ai terminé mon école secondaire, je devais choisir ce que je devais faire. Je voulais étudier de l'art. Et il m'a convaincu à opter parcourir pour le collège scientifique où j'étais censée étudier les sciences et les maths. Et puis, le moment de l'université est arrivé. Moi, évidemment, je voulais étudier l'architecture. Parce qu'en fait, il m'avait amené un peu partout par le monde pour voir l'architecture.
Et il m'a dit non, inutile d'étudier l'architecture parce que nous sommes déjà des architectes. Et alors j'ai étudié du design parce qu'en fait, par cela, j'étais en train de mélanger la musique, la littérature, l'architecture, fashion design. Donc c'était l'art à 360 degrés. Et donc pendant 10 ans, j'ai travaillé à partir de zéro parce qu'en fait, je n'avais pas d'expérience, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des théâtres, de ballet, d'opéra. Du point de vue créatif, mais je me suis également occupée de la supervision de grands événements tels que les Jeux Olympiques à Londres et ailleurs. J'ai travaillé également en France, à Strasbourg, un peu partout dans le monde. J'ai également dessiné les costumes, je me suis occupée également de la conception des décors. Donc, quand j'avais 30 ans, je me suis dit, mais bonjour, je suis là. Il y a également la société, l'entreprise familiale qui, tôt ou tard, sera la mienne. Et donc, avant de prendre une véritable décision, bien que j'avais grandi, visitant la société, en voyant donc comment mon grand-père sélectionnait les essences, et je voyais également les dessins réalisés sur l'AutoCAD. En tout cas, j'avais besoin de comprendre ce que je devais faire. Donc, pendant 7 ans, j'ai fait les deux. Mon métier et ce nouveau métier. Et puis, malgré le fait que ma carrière dans l'autre secteur était en train d'aller très bien, j'ai opté pour la société de famille. Et je dois dire merci à mon père et à mes parents, à ma mère, parce qu'ils m'ont dit, à l'époque, il ne faut pas travailler avec nous. En fait, ils m'ont donné cette liberté, la liberté de choisir, ce qui est fondamental pour moi. Parce que je ne me suis jamais sentie obligée donc à rentrer dans l'entreprise familiale. Jamais. Et d'une certaine manière, j'ai démontré que je pouvais également faire quelque chose de différent, que je n'étais pas tout simplement la fille d'eux. Ça a été important pour moi. Et pour mon ego, si vous voulez, pour ma personnalité. Donc, évidemment, il est vrai que nos parents jouent un rôle important. J'ai 3 enfants maintenant, et donc je me demande quel type de modèle je veux être pour eux. En effet, l'héritage représente une grande opportunité, mais ça peut devenir également un poids trop lourd pour les jeunes, pour les enfants. Et je pense que tout doit passer à travers l'idée d'après laquelle donc la société compte un héritage si long qu'elle a sa propre âme. Donc ce n'est pas tout simplement la famille qui est en mesure de s'occuper donc du business, mais il y a également les employés, le personnel qui a appris d'une certaine manière et qui fait partie de l'histoire de cette entreprise familiale. Et donc, je pense que tout le monde est appelé à jouer son rôle, ceux qui contribuent donc à l'évolution de la société familiale et pour faciliter également le passage à la nouvelle génération. Et personnellement, je pense que j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas été forcée à m'occuper de la société familiale, je n'ai subi aucune pression, loin de là. Et donc cette liberté, pour moi, ça a été la raison pour laquelle, en fin de compte, j'ai décidé de rentrer dans l'entreprise familiale. Alors moi, je trouve que c'est un gros sujet parce que, sociétal, hein, fils d'eux, c'est déjà pas évident, hein, parce que... On met l'accent sur fille. Voilà, fils d'eux, déjà. Alors déjà, un garçon d'eux, c'est pas toujours évident parce que on pense que ces personnes naissent avec une cuillère en argent et puis c'est super facile. Et alors moi, je prends toujours l'exemple des princes héritiers. On pense qu'on hérite et puis après, voilà. Alors c'est sûr qu'un cran au-dessus, fille d'eux, bon bah là, on rejoint... on va dire au niveau sociétal, le problème. On ne va pas rentrer dans les sujets féministes aujourd'hui, mais quand même, c'est qu'une femme, de façon générale, a quand même toujours plus ou moins sa place à prouver. Alors si en plus elle est fille d'eux, on a un petit niveau au-dessus. Et après, je pense que ça dépend aussi des métiers dans lesquels on travaille. Donc je pense que les métiers dont on parle, je ne connais pas trop le métier de... Voilà, mais la restauration ou moi, la métallurgie, vous imaginez le niveau de masculinité dans le domaine.
Donc, je crois qu'à peu près dans tous les domaines voilà. ici représentés. Et puis, si je prends des liens avec la gastronomie, je pense qu'on est issu de générations précédentes où c'était l'autorité qui primait, c'était gueuler, c'était... il n'y avait pas de discussion, vous voyez, la transmission ne se faisait pas trop par de la discussion, par des choses comme ça. Donc déjà, fille 2 ou fils 2, d'ailleurs, hein, moi je vais un petit peu... Je pense que je vais prendre fils ou fille 2. On a peut-être un cran supplémentaire, certes, parce que moi j'ai remplacé un père qui était quand même assez charismatique, qui savait réparer les machines, qui a créé des machines. Un petit peu dans le même exemple, mon grand-père a commencé un site industriel et c'est vraiment mon père qui a développé le niveau industriel. Et moi j'ai eu l'extrême chance d'hériter déjà d'une société qui faisait 50% à l'export, donc avait déjà développé l'export. Donc c'est sûr, c'est déjà grand respect, etc. Mais alors en plus, un homme, voilà, avec tout le charisme qu'il avait, c'est sûr que moi j'ai un employé qui est un ami d'enfance qui m'a dit, j'ai jamais voulu te le dire, mais on attendait que ça chute, hein, on vous attend au tournant. En fait, moi je pars du principe que ça fait partie du jeu et à partir du moment encore, quand c'est votre choix, et c'est pour ça qu'il faut être passionné, parce qu'il faut pouvoir vivre ça, mais ça fait partie du jeu, c'est les règles du jeu. On ne vous attend pas, vous devez prouver, mais comme c'est sûrement pour beaucoup de mes collaborateurs, c'est pareil, hein, mais c'est sûr que nous, c'est un cran supplémentaire parce qu'on est dans la continuité d'eux. Mais bon, de toute façon, vous devez prouver, prouver que votre place est légitime. Et c'est sûr qu'on vous attend tournant. Donc, fille 2, alors déjà, vous n'êtes pas un garçon dans le monde de la métallurgie. Moi, j'ai un chef d'atelier qui un jour m'a dit, Valérie, vous ferez avoir. Et je pense que le cran supplémentaire, quand on est une femme, c'est comme on en a un petit peu plus vécu que les autres et qu'on doit encore plus prouver que les autres. Fille 2 ou femme de 2 ou femme de façon générale, d'ailleurs, hein, dans la société, on est toujours à devoir quand même prouver globalement qu'on a de la légitimité à ce qu'on a envie de faire. En fait, je pense que ça nous amène avec un petit peu plus d'humilité et de patience à essayer de transmettre encore mieux et d'amener aussi nos collaborateurs. Et moi, je parle vraiment... Moi, quand j'ai eu des gars 30 ans, 40 ans de maison, je peux vous dire que le mot transmission... alors là, c'était une sorte de mort. Si je transmets, je suis plus rien. Et en fait, c'est à nous de leur faire comprendre que c'est un vrai chemin... constructif et tellement passionnant de se dire que la génération d'après, et c'est ce qu'on vit, je pense, va pouvoir continuer ce que ceux d'avant ont fait et comment on va pouvoir l'améliorer et encore mieux pour aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que pour moi, tout est transversal et je pense que c'est ça aussi, travailler dans une... Moi, je parle là de travailler dans une entreprise familiale. Ce sont des valeurs qu'on a tellement envie de transmettre à tout le monde qui fait partie, alors, ou du sang ou de la philosophie d'entreprise, et qui nous permet aussi de transmettre les savoir-faire qu'on a. Et après, voilà, c'est pour ça que j'individualise si le haut n'est pas familial, quoi, le haut, vous me comprenez, c'est des choses qui peuvent exister aussi en dessous. Et puis nous, les femmes, voilà, je pense qu'on est plus à même à prendre le temps et la patience de vous... Non, hein? Non, mais ça, c'était... Alors, on n'aura pas le temps d'aborder, mais ça, c'était une question de savoir que pendant qu'on préparait cette rencontre, on échangeait avec Valérie, on s'interrogeait un peu déjà sur la particularité du fait qu'il y ait des femmes sur scène, ce qui est quand même assez rare, notamment dans le milieu de la restauration, mais pas que. Mais on se disait aussi... Est-ce qu'il y a peut-être, justement, de par le conditionnement social qu'on a en tant que femme, une approche différente au sujet de la transmission par rapport à celui que peut avoir, notamment dans les générations précédentes? Parce que je me pose la question, peut-être ça a changé, mais si vous voulez peut-être me donner votre avis, est-ce que vous voyez un rapport différent aussi en tant que femme à la transmission en entreprise notamment, ou pour vous c'est une question qui ne se pose pas vraiment? Alors, Louisa, vous m'avez appris quelque chose, vous voyez, parce que là, je vous l'ai dit, on peut avoir des idées, puis on ne sait pas trop, mais je crois que ce que vous disiez votre mère, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous m'avez dit quand on a échangé ensemble, c'est qu'en fait, les femmes, on a cette notion, alors inconsciente, je ne sais pas, de transmission maternelle, hein, comme le cordon, et je pense qu'on parle des enfants, mais on doit l'avoir aussi, parce que je trouve souvent, sûrement aussi par rapport au fait que comme on doit tellement prouver, on doit en permanence
des fois pas trop la ramener, sinon voilà, on va nous prendre pour ci ou ça, donc on attend notre tour. Mais je veux dire, il faut que ce soit acté, vous voyez, on attend notre tour, le bon moment. Alors des fois, le bon moment est beaucoup plus efficace, parce que là, une fois qu'on active, ça passe. Mais je pense que ça vient peut-être aussi du fait que, voilà, par rapport à ce que vous disiez, votre mère, ce lien maternel où on a cette notion de devoir, vous voyez, transmettre quelque chose et voir partir aussi, parce qu'il y a le côté on laisse partir quand même. Oui, mais moi je vais juste terminer là-dessus après. Est-ce que par rapport à ce que vous disiez sur le père, vous voyez, prouver parce que vous êtes une fille et le père il faisait ça. Moi, il faut quand même savoir que quand j'ai repris, moi mon père avait plus confiance à l'époque dans mon mari, qui était maintenant mon ex-mari. Donc il est devenu actionnaire pour ça, et j'ai aussi un petit groupe d'actionnaires pour me suivre. Et en fait, pourquoi me suivre ? M'aider j'ai extrêmement appris. Bon, à un moment, c'est parti dans un autre sens. Mais mon père, en fait, m'a dit, c'est quelqu'un qui s'exprimait pas beaucoup à titre, je dirais, personnel, intime, et m'a juste dit, je regrette de ne pas avoir eu confiance en toi, en fait. Et en fait, ça, il faut le savoir. Quand vous le savez, en fait, vous avez à prouver. C'est comme ça. Peu importe si vous comprenez ou vous ne comprenez pas, il faut que la société évolue par rapport à ça. Mais justement, c'est peut-être quelque chose qui a changé. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, cet aspect-là? Je pense en tout cas que certaines mentalités ont quand même fort changé. Moi, je le vis, on le vit tous les jours aussi. Avec la cinquième génération qui est là, qu'on prépare, je pense que le dialogue est excessivement important. Je remercie mes parents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, mais parfois le dialogue était un petit peu... je ne vais pas dire qu'il y avait des sujets qui étaient peut-être un peu plus tabous, mais c'était plus compliqué d'aborder certains sujets, alors que ici, avec les enfants, je trouve qu'on est plus proche. On n'a pas peur de dire les choses, en fait. Les choses sont difficiles. Par exemple, on a très difficile à recruter du personnel. Alors, ils veulent continuer, mais ça va être, je crois, le challenge pour les années qui viennent. Et il faut qu'on en parle. Il faut que ça soit un sujet de discussion. Après, comme il disait tout à l'heure aussi, quand Loïc nous a dit je veux faire l'école hôtelière, Lionel il a dit il est hors de question que tu termines, que tu vas à l'école hôtelière à 15 ans comme moi je l'ai fait. Tu sais pas ce que c'est l'avenir. C'est un gros poids sur les épaules, comme on disait. Tu termines tes études secondaires et après on verra. Et puis il avait terminé ses études secondaires, il a dit je vais à l'école hôtelière. Lionel lui a dit tu vas les faire en néerlandais, tu vas apprendre le néerlandais. Il est parti vivre 2 ans en Flandre. Là, il a fait une spécialisation en sommellerie aussi. Donc, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de passion. Donc, il a gagné le premier prix de maître d'hôtel il y a quelques mois aussi. Et maintenant, il travaille en cuisine. Donc, c'est aussi gai de voir que les jeunes générations s'investissent beaucoup. Et ici, ils s'investissent sur tous les terrains. Parce que ça a été un sujet de plein de débats. Salle cuisine dans les restaurants. Je crois aussi que ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué par rapport à la génération précédente, où la salle et la cuisine, je ne veux pas dire que c'était la guerre tous les jours, mais c'était quand même vachement moins convivial que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos entreprises. Ici, il y a vraiment une symbiose entre les deux. Et c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé avec les années. Ça, c'est pas venu comme ça. Mais je pense aussi que les mentalités ont changé. Beaucoup de chefs ont fait beaucoup de choses pour que ça change. Et que ça soit familial ou que ça soit avec nos équipes, le dialogue, la communication est excessivement important. Dans le design aussi, ça a évolué Je suis tout à fait d'accord. Le dialogue est un facteur fondamental. Une histoire, je pense que c'était en 2016 ou 2017. Il y a
toujours la photo de l'ouverture du salon et toutes les femmes qui travaillaient dans le secteur du design auraient protesté à l'époque parce que dans la photo, il n'y avait que des hommes à l'inauguration, à la cérémonie d'inauguration. Mais nous, on a toujours fait partie de ce secteur, mais on n'a jamais eu le rôle de décideur. Moi, j'ai toujours essayé de jouer un rôle important aussi en tant que femme dans le cadre de notre entreprise. Donc, il faut comprendre où on met la lumière. On parle des grands architectes. Les femmes ont toujours été là, mais on parlait toujours des hommes, on voyait toujours les hommes dans les photos. Et pensez au design, pensez au journalisme. Dans tous les magazines, les directrices, il n'y a que des directrices en fait. Il y a des entreprises qui ont été fondées par des femmes. Mais dans mon entreprise, j'étais la seule femme qui a pu avoir accès à ce passage générationnel. Même s'il y avait toujours eu des sœurs et des femmes. J'étais la première présidente de Assaredo, même s'il y a des entreprises qui ont été fondées par des femmes. Je suis la première présidente du Salone del Mobile et je suis aussi la plus jeune présidente. Voilà, c'est un autre sujet important à ne pas négliger. Avoir accès à des rôles de décideurs à un certain âge. Voilà donc un autre sujet à ne pas négliger, mais à mon sens, les choses ont changé au fil des années. Pour ce qui est de ma génération, il a été plus facile parce qu'il y avait eu d'autres femmes qui avaient déjà lutté pour nous. Et aussi, il y a la question de l'égalité des chances. Les politiciens jouent un rôle très important. Quand vous avez dit donc votre père vous a donné 2 jours pour passer du temps avec vos enfants. Et bon, c'est une question importante. Et puis, nous avons aussi des limites. On se sent coupable. Je suis ici aujourd'hui, je ne peux pas être avec ma fille qui a son spectacle, donc ils sont toujours coupables. Et je dirais qu'il y a plusieurs aspects. La passion est en tout cas le moteur le plus important. La passion, mais aussi le fait d'avoir accès à des écoles, à des rôles de décideurs. Voilà, tout cela est très important. À mon sens, en tout cas, on est sur le bon chemin. Peut-être. Et les hommes, bien évidemment, ont aussi un rôle important. C'est un sujet très difficile. C'est un sujet très, très difficile. Je vais pas non plus... Là, on va parler dans... Non, mais je voulais quand même terminer sur une bonne note, parce que bon, on a dépassé largement le temps, mais on a commencé à retard aussi. Je voulais quand même terminer sur une note positive. J'aimerais vous demander, j'aurais d'autres questions, mais pas le temps, mais j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous rend, est-ce qu'il y a quelque chose, un moment, une action, un projet que vous avez suivi qui vous rend vraiment fier de ce que vous avez fait, de votre carrière ou de votre vie aussi jusque-là? Moi, je vais prendre notre actualité. On ouvre un restaurant dans peu de temps. Alors voilà, parce qu'il y a plein de choses. La vie d'entreprise est faite plein d'étapes. Donc, je dirais c'est le restaurant qu'on va ouvrir, donc sur le Mont Saint-Michel, qui a une histoire de dingue, donc qui a les valeurs aussi de respect et de transmission. Hein. Et donc c'est la continuité. Et je sais qu'on a eu différents déjà reportages où, pour ma mère, c'est une continuité. Voilà,
un petit peu comme les cailloux, hein, vous voyez que chacun sème. Hein, donc là, bon, il y en a quelques-uns qu'on a semés avant, ou j'ai semé avant. Mais là, celui-ci, voilà, c'est ouvrir un restaurant et que c'est possiblement quelque chose qui peut, voilà, dans cette vision à moyen, long terme, pour mes enfants, puisque mon fils aîné, moi j'ai 3 enfants, hein, parce que je n'ai pas parlé de mes enfants. Mon fils aîné, donc, est déjà mon fils aîné, Victor, ça fait 5-6 ans qu'il est dans la société, donc lui, maintenant, gère tout notre business digital, puisque voilà, Covid a fait que, donc voilà, il gère quelques groupes dans le food service, mais sinon, voilà, le digital France-Europe, et il va partir 1 an aux États-Unis, puisque voilà, on a une filiale aux États-Unis, et c'est notre plus gros marché, donc c'est quand même un marché, il faut apprendre, qui est différent. Et ma fille est photographe, donc elle travaille un peu en mission extérieure, voilà, pour faire des photos pour nous. Et mon dernier fils, lui, est plutôt gestion finance, donc est encore en école de commerce. Et là, il a pris la décision d'intégrer la société dans 2-3 ans. Donc je passe à une nouvelle étape, puisque là, je suis en train de travailler sur la transmission, mais là... Voilà, parce que ça fait partie idem du jeu. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait, on a une partie de notre vie, on la rembourse, parce qu'il faut l'acheter, donc on la rembourse. Il y a un moment, on a sûrement une partie 2, puis très vite, on bascule sur la préparer et structurer pour la transmission. Donc nous, c'est le restaurant, voilà. On a répondu à un appel d'offres qui est une concession sur le Mont-Saint-Michel. Et pour moi, c'était un peu une continuité, mais jamais acheter un lieu. Voilà, il fallait aussi idem, c'est du sens... qui est une vraie histoire. Je pense par rapport à ce qu'on disait précédemment, je pense qu'une des forces des entreprises familiales, c'est l'humain. Ça a toujours été, parce que c'est des histoires humaines, de famille, mais humaines. Et je pense par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai. Je pense qu'on se parle beaucoup plus aujourd'hui. Et on se rend compte, enfin, qu'une société familiale ou non, c'est juste un groupement d'humains. Donc, de différents caractères, de gens qui arrivent au matin... avec leur plus, avec leur moins. Donc, il ne faut pas tomber dans la psycho et le bisounours, mais on est juste à tous des hommes à travailler ensemble. Hein. Donc, c'est vrai que quand on est dans une entreprise familiale, nous, on gère ça parce que, voilà, si vous êtes 4 ou je ne sais combien de la même famille, hein, je sais pas, moi, à un moment, how many you were in the company working all together, ben, on fait face à ça. Hein, le père, l'oncle, bon, alors, donc l'humain, on l'a tous les jours. Mais en fait, ce qu'on vit à un niveau peut-être un peu au-dessus, bah, c'est que nos sociétés, c'est tous des hommes. Hein. Donc, et je pense que dans la restauration, je pense qu'on s'en rend compte encore plus aujourd'hui que, bah ouais, c'est des hommes tout ça. Et donc, voilà, on se lance dans ce challenge passionnant, mais bon challenge, voilà. Donc pour moi, en tout cas, c'est l'actualité du jour et cette continuité de la société, voilà. Parce que ça, on l'a jamais fait. Voilà. So, because I'm here with 2 different hats. Alors là, je suis là avec une double veste. Un double chapeau. Donc, après la dernière édition du salon, et je suis le président du salon, et nous avons atteint le nombre de visiteurs qu'on avait avant la Covid. De plus, nous avons donc dépassé le nombre de visiteurs professionnels, ce qui représente un grand succès qui a été possible grâce au team. Et donc, nous avons refaçonné l'équipe, l'organisation pour faire face donc aux défis de ce qui s'est passé après la Covid. Et puis, si je devais mentionner quelque chose que j'ai fait ces dernières années au niveau de ma société, je vous ai déjà raconté cette histoire. Nous avons adopté donc une école locale, l'école locale technique, parce que en fait, nous avons ce défi de disposer donc de nouveaux professionnels, de nouveaux employés bien préparés. Et donc, sur la base d'un projet du ministère italien pour l'éducation, nous avons adopté donc cette école technique. Cela veut dire que nous avons des managers qui font les leçons à l'école, nous avons des visites, nous avons ces stages de travail. Donc, les étudiants ont la possibilité donc de venir travailler chez nous, puis de reprendre leurs études de manière très organique, très structurée. Il s'agit donc d'un projet à long terme et
Pour moi, cela est en train donc de former l'avenir de la société, mais également l'avenir du territoire où nous sommes. Ce qui contribue à l'héritage non seulement de ma société, mais également d'autres. Parce qu'en fait, ce n'est pas que tous les étudiants viendront travailler chez nous, ils pourront partir pour travailler pour les concurrents aussi. Donc il s'agit d'un écosystème qui est très important, notamment dans le cas d'une entreprise familiale, parce que l'une des différences principales est qu'on peut penser à très long terme. Il faut donc faire cet effort de regarder à long terme et non de se borner donc à regarder à ce qui se passe autour de nous maintenant. Donc je suis très heureuse à l'égard de ce résultat. Je suis curieuse de savoir, Laurence, parce que pour l'instant, on me parle que des choses qu'elles ont fait pour les autres et pour laisser une trace dans le monde, dans un certain sens. Donc, ben oui, pour moi, c'est voilà, je suis toujours comment dire, on travaille en binôme et donc le créateur c'est Lionel. Je suis là pour le seconder. Souvent on entend dire derrière un homme il y a une femme forte. Ma maman a aussi été un exemple pour ça parce que on parlait d'homme de caractère. Papa était aussi un homme de caractère, il l'est toujours d'ailleurs. Mais sans maman, papa ne serait pas le même homme. Et donc, je crois que ma plus grande fierté, parce que c'était un petit peu ça la question, c'est de pouvoir épauler Lionel et d'être présente pour mes clients, de les rendre heureux. Et pour moi, c'est déjà énormément. Moi, ça me rend heureuse. Voilà. Merci beaucoup. Ah, non, mais je vous prie, c'est très bien parce que du coup, c'est vraiment quelque chose. Je remarquais ça, c'est pour elle. Ça, donc elle est fière d'elle pour quelque chose qu'elle fait pour se sentir bien. Et j'apprécie, je trouve que ce que vous faites, c'est incroyable, mais ça me frappe de voir que ce qui vous rend le plus fier, c'est d'avoir fait quelque chose pour laisser une trace et pas forcément pour vous-même. Donc il y a un côté, ça me frappe un peu cette approche à la fierté. Oui, parce que je ne sais pas dans vos cas, mais vraiment je le dis, et c'est pas il ne faut pas avoir l'impression mais on n'est vraiment qu'un flambeau. Et il faut avoir cette notion. On est vraiment la 7e entre la 6 et la 8. Donc, moi dans mon cas. Donc évidemment qu'il faut qu'on laisse une trace, il faut qu'on y trouve du plaisir et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais la force quand même d'une entreprise familiale, c'est cette vision à long terme. Donc elle n'est pas short terme. Donc toute décision est prise dans une vision à long terme. Donc évidemment à court terme c'est les chiffres, comme je dis, on gère une boîte, donc on n'a pas des règles différentes des autres sociétés. Mais il y a des choix qui vont être faits, ou des acceptations, peut-être sur, moi je parle dans mon domaine, de marge moindre sur des produits. Peut-être que si on était géré par une boîte financière, peut-être des produits qui n'existeraient plus. Mais en fait, c'est gérer une société, de toute façon, c'est un mobile, donc c'est une association de beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'une entreprise familiale, on ajoute des modules, hein, on ajoute l'histoire, on ajoute cette vision à long terme, où est-ce qu'on a envie de l'amener, qu'est-ce qu'il doit perdurer, vous voyez, dans ce respect d'eux. Donc c'est un mélange de tout ça, et rebelote, à nouveau. Si c'est pas un choix, si c'est pas passionnant, si c'est pas le vivre positivement, faut mieux faire autre chose. Voilà. Mais parce que c'est sûr que c'est un mélange de tout ça. Mais quand on le vit de cette façon-là, moi personnellement, je ne changerai rien au monde. Merci beaucoup.